Objectif que les ministères soient opérationnels après la fête de la Korité, mercredi. Les recherches se poursuivent au large du Mozambique après le naufrage d'un bateau de pêche. 130 personnes étaient à bord. Elles cherchaient à fuir le pays après y avoir entendu des rumeurs d'épidémie de choléra. Pour le moment, le bilan est de 97 morts, 12 personnes ont tout de même pu être sauvées. Il est 21h06 au Vatican où le dicaster pour la doctrine de la foi a publié une déclaration pour aborder la dignité humaine. Le texte validé par le pape aborde les guerres, les migrants, la question des femmes, la pauvreté, l'avortement ou encore la gestation pour autrui. Et le Vatican évoque des violations graves à la dignité humaine. Correspondance Éric Sénanque. Approuvée le 25 mars dernier par le pape François, cette déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi souhaite réaffirmer que dans la vision de l'Église, la dignité est intrinsèque à toute personne et représente le fondement des droits et des devoirs de l'homme. Le texte dénonce notamment le scandale mondial des violences faites aux femmes, mais aussi les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution ou encore le trafic d'organes. L'euthanasie et le suicide assisté sont aussi sévèrement condamnés par Rome, définis comme des conceptions erronées de cette dignité qui se retournent contre la vie elle-même. Pour la première fois, le Vatican prend également clairement position contre la théorie du genre. Cette idéologie, dit le texte, laisse envisager une société sans différence de sexe et sape la base anthropologique de la famille. À noter aussi cette condamnation vaticane de la criminalisation de l'homosexualité, encore en vigueur dans certains pays d'Afrique notamment. Fruit de 5 ans de travaux, ce texte résonne comme une synthèse des grands thèmes du pontificat du pape François, où apparaissent aussi bien traditions conservatrices de l'Église et positions plus progressistes. Éric Sénanque, Rome, RFI. Le procès du scandale d'évasion fiscale, les Panama Papers, s'est ouvert aujourd'hui. L'un des principaux prévenus nie toute responsabilité. Il est l'un des fondateurs du cabinet Mossack Fonseca qui est accusé d'avoir organisé la fraude fiscale. Il affirme ne pas être responsable. Les 27 prévenus dans cette affaire, dont les 2 fondateurs du cabinet, sont accusés de blanchiment d'argent et chacun d'entre eux risque une peine maximale de 12 ans de prison. Le procès se tiendra jusqu'au 26 avril. En France, à présent, 250 hauts magistrats lancent un appel pour lutter contre la délinquance financière, surtout pour faire face aux crimes organisés. Un appel lancé dans le journal Le Monde. Alors que le gouvernement doit présenter prochainement un plan anticorruption, ces magistrats appellent à faire de la lutte contre la délinquance financière une grande cause nationale, Laura Martel. La lutte contre la délinquance financière est un investissement rentable pour le budget et vital pour la démocratie et l'état de droit, souligne dans une première tribune 130 hauts magistrats, dont les chefs de file du pôle financier de Paris. Ces professionnels relèvent que, malgré les importants recrutements de personnel de justice annoncés, le contentieux financier reste l'un des parents pauvres de la chaîne pénale par rapport à la lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme ou même la délinquance de voie publique par exemple, avec notamment un grand déficit d'enquêteurs spécialisés. Quand un policier croule déjà sous 180 dossiers par an en moyenne, la charge peut ainsi atteindre 500 à 800 dossiers par fonctionnaire dans les services économiques et financiers, pointent les signataires. Ce manque de moyens est d'autant plus critique que la criminalité organisée explose, souligne dans une seconde tribune 120 magistrats issus de juridictions spécialisées. Concrètement, les magistrats sont contraints de renoncer à traiter certaines affaires de crimes organisés ou délaisser leur volet financier, alors que seule la confiscation des avoirs et la remontée des filières de blanchiment peuvent avoir un impact à long terme sur ce type de délinquance, déplore-t-il. Les explications de Laura Martel du service France, de RFI, et puis les obsèques de Chemseddine auront lieu demain dans la ville de Viry-Châtillon, c'est dans l'Essonne au sud de Paris. L'adolescent de 15 ans est mort vendredi à l'hôpital après avoir été violemment agressé jeudi. Sur la route du retour du collège, une marche blanche est également en cours d'organisation avec le maire et la famille. 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat. 2 d'entre eux sont en détention provisoire. Alerte sur la qualité de l'eau pour les Jeux Olympiques. L'ONG Surfrider Foundation s'inquiète d'une qualité de l'eau alarmante après plusieurs tests sur l'eau de la Seine. Les résultats ne respectent pas les recommandations européennes d'après l'ONG. Presque 21h10, ici à Paris, 19h10 temps universel. Merci d'écouter RFI. Demain sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet. Dans un monde post-apocalyptique, un père et son fils marchent en poussant un chariot de magasin et traversent des paysages dévastés et leurs rares rencontres sont bien souvent mauvaises. Manu Larsenet livre une adaptation BD puissante, poignante et terriblement superbe de La Route, le best-seller de Cormac McCarthy. Vous m'en direz des nouvelles? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 11h10. RFI. À
d'Europe, Léonard Vincent. Accent d'Europe sur RFI, nous allons en Irlande aujourd'hui pour commencer. L'Irlande où le soutien aux Palestiniens est une cause très populaire. Ce soutien s'explique par la propre histoire de l'Irlande, elle-même occupée et soumise à la Grande-Bretagne pendant des siècles. Par-dessus tout, la mémoire de la grande famine de 1846 qui a tué 1 million d'Irlandais et poussé 1 million d'autres à l'exil est toujours bien vivante. Et elle est ravivée par le conflit israélo-palestinien. La position unique en Europe des Irlandais face au conflit au Proche-Orient, c'est le sujet du reportage à Dublin de Clémence Pénard. Pas de trêve pour Joe Biden. C'était le 17 mars en pleine Saint-Patrick. De nombreux Irlandais faisaient alors référence à cette coutume qui veut que ce jour-là, le Premier ministre offre symboliquement au président américain un bol de trèfle. Or, pour eux, le conflit israélo-palestinien ne pourrait tout simplement pas se poursuivre sans le soutien militaire de Washington. Dans la foule, Brian O'Gerta, qui travaille pour la campagne de solidarité Irlande-Palestine, à l'origine de beaucoup de manifestations à Dublin depuis le 7 octobre. Tout le monde en Irlande a une sorte de souvenir de la famine. Tout le monde a en mémoire la guerre d'indépendance. Donc les Irlandais comprennent à quoi les Palestiniens sont confrontés profondément. Nous avons ici l'occasion d'être leaders et de créer des mesures concrètes que d'autres pays suivront. Quartier populaire de Phillipsborough, nous retrouvons dans ses bureaux Daniel Lambert, lui aussi assume le mot génocide. Daniel est une célébrité locale. Il dirige le club de foot le plus politisé d'Europe, à gauche toute le Bohemian FC. Pour Daniel, le monde du sport doit lui aussi se mobiliser. Depuis l'année dernière, les joueurs du club revêtent un maillot aux couleurs de la Palestine. Ils organiseront également un match amical en mai avec des footballeuses palestiniennes. D'après ce grand roux aux yeux bleus, les cicatrices de la colonisation par les Britanniques sont toujours douloureuses en Irlande. La France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne, tous ces pays ont colonisé le monde. L'Irlande est le seul pays occidental à avoir été colonisé par un autre pays européen, par la Grande-Bretagne. Donc nous avons connu la destruction de notre culture à différents moments de notre histoire. Il y a eu des famines, des guerres, des persécutions. Donc je pense que nous avons cette compréhension générale de ce que font les colonisateurs, parce qu'ils ne se contentent pas d'essayer de prendre vos terres et vos richesses, ils essaient de prendre jusqu'à votre propre identité. Les deux peuples, irlandais et palestiniens, partageraient ainsi une histoire commune d'oppression. C'est ce qu'explique l'avocat Gary Daly, cravate aux couleurs du kéfé, le foulard noir et blanc palestinien. Les lois introduites par les Britanniques les plus connues ici, ce sont les lois de Kilkenny. Elles ont interdit de parler la langue irlandaise, elles ont interdit de jouer à des jeux locaux, et le catholicisme aussi a été interdit. Donc ces lois irlandaises, qui datent d'il y a plusieurs centaines d'années, sont motivées, je pense, par une idée assez similaire. Hello, good morning. Selon Dilan Abdelmajid, l'ambassadrice pour la Palestine en Irlande, ici le sentiment pro-palestinien dépasse largement les partis de gauche. La Palestine a